Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un meurtre de Noël et cette vidéo là est assez atroce. Donc voilà, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché et n'hésitez pas à prendre quelque chose à manger ou à boire pour la vidéo. Et si vous êtes prêts, let's go pour découvrir l'histoire de Laci Peterson, une femme enceinte qui va disparaître le 24 décembre. Laci Peterson est née le 4 mai 1975 en Californie. Laci a grandi dans une ferme avec son père et sa mère et dès son plus jeune âge, elle adorait tout ce qui était le jardinage avec sa maman. Ses parents vont vite divorcer et elle va alors habiter avec sa mère dans une autre ville où sa mère va rencontrer quelqu'un d'autre. Donc suivant les sources, on l'appelle Ron ou Don, j'ai décidé de l'appeler Ron comme dans Harry Potter. Son père, lui aussi, va se remarier de son côté et avoir un autre enfant avec une nouvelle femme. Elle va grandir avec deux familles et l'amour des deux familles avec elle. Elle a vraiment une très belle enfance, réussit très bien à l'école. Après l'obtention de son fameux diplôme, comme on pourrait qualifier de bac en France, elle décide d'aller dans une école, la California Polytechnic State University, tout simplement pour se spécialiser dans l'horticulture. Alors qu'elle va souvent au café voir sa copine qui y travaille, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Scott et qui travaille aussi dans ce café. Elle va avoir le courage d'aller donner son numéro au jeune homme et évidemment le jeune homme, juste après, l'a rappelé pour lui proposer un date. Les jours vont passer, plus ils vont tomber en amour. Scott, derrière son couple avec Laci, va quand même essayer de reconquérir son ex. Mais elle, Laci, appelle sa mère pour lui dire qu'elle a enfin rencontré l'homme de sa vie. Alors qui est Scott Peterson? Scott Peterson est né le 24 octobre 1972 aussi en Californie. Ses deux parents sont entrepreneurs. Lui va grandir dans une famille très nombreuse de 6 frères et sœurs. Et à l'université, lui va étudier le commerce international et plus spécifiquement le commerce agricole. Les années passent et le 9 août 1997, Laci et Scott se marient. Mais son mari est et restera toujours infidèle à sa femme et même le jour de leur mariage, Scott a été vu en train de draguer l'une des serveuses. Un an après leur mariage, Scott va avoir son bachelor en commerce agricole de validé et tous les deux vont tout simplement acquérir un bar sportif qu'ils vont gérer à deux. Les affaires vont vraiment très bien marcher jusqu'au jour où ils décident de fonder une famille et pour le coup ils ont décidé de vendre le bar pour s'acheter une très belle maison, la maison de leurs rêves dans un quartier aisé de Californie. Et c'est pas que grâce à la vente de ce bar mais aussi grâce au nouveau job de Scott. C'est vraiment un très bon job pour lui et par contre ça le fait vraiment beaucoup voyager car il est représentant d'une marque qui n'existe pas encore dans la côte ouest mais il a quand même un très bon salaire car il gagne 5 000 € par mois. En 2002, le couple va annoncer à leur famille qu'ils attendent un enfant et ils ont déjà trouvé le prénom de cet enfant qui sera Connor. Mais pendant ce temps-là qu'ils font l'annonce, son cher et tendre Scott lui avait déjà une relation avec une maîtresse qui était tout simplement masseuse. Le 24 décembre 2003, Scott se réveille vers 8h30 et il voit que sa femme est déjà debout avec ses nausées matinales vu qu'elle était vraiment sur le point d'accoucher. Et lui se lève directement, il sait que sa femme va préparer le repas pour la veille de Noël et lui décide de partir à la pêche. À 16h45 ce jour-là, quand Scott rentre de la pêche, il arrive chez lui, il voit la voiture de Laci devant le garage, il rentre, il voit que la porte n'était pas fermée à clé, mais tout va bien. Il arrive, il voit le chien qui est tout boueux, mais lui il fait comme sa petite vie, il arrive, voit que sa femme n'est pas là, il prend une part de pizza,
prend sa douche, nettoie ses vêtements qu'il portait le même jour. Puis à 17h45, il va quand même un petit peu s'inquiéter, mais sans plus, en appelant sa belle famille pour savoir si Lacey était bien arrivée et si elle préparait bien le repas de Noël avec sa famille. Les parents de Lacey, évidemment, ne l'ont pas vue de la journée et c'est alors que Scott va tout bonnement leur dire si vous l'avez pas vue, elle a sûrement disparu. À ce moment-là, le beau-père de Lacey, Ron, va alors appeler le 911, donc la police aux États-Unis. À 18h, la police va arriver chez Scott et Lacey, vont fouiller partout pour essayer de trouver où pouvait être Lacey, mais ils ne vont rien trouver. Ils vont juste trouver son sac à main caché derrière des foulards de son placard et sur la table de cuisine un annuaire ouvert à la page des avocats pour la défense. Lui, Scott, est totalement calme et va tout simplement dire son déroulement de sa journée avec Lacey. Il va tout bonnement dire qu'ils ont déjeuné tous les deux ensemble devant une émission de pâtisserie. Puis après, il a dit que Lacey avait prévu de faire les courses, de faire le brunch pour le lendemain, d'aller promener le chien, de faire des biscuits et de passer la serpillière. Mais sauf que Lucy, comme je vous l'ai dit, était au terme de sa grossesse et bien évidemment, elle ne pouvait pas faire tout ça. Et lorsqu'on interroge Scott sur son alibi, savoir ce qu'il a fait, lui il va directement sortir le ticket d'un parking. Et à lui, quand on lui demande du coup sa journée, il va tout simplement dire qu'il a été à l'entreprise familiale, qu'après il a géré des mails et qu'il est parti à la pêche toute la journée. Et aussi qu'il va laisser un message sur le répondeur du téléphone de sa femme. Retenez bien ça. C'est alors que tout le quartier, les parents de Lacey et son mari partent à sa recherche en distribuant des tracts un peu partout. Mais un enquêteur qui est toujours sur les lieux trouve ça vraiment étrange car la maison est vraiment parfaitement rangée. Mais par contre, le tapis de l'entrée est un petit peu plié, comme si quelqu'un a couru ou glissé sur le tapis, ou alors quelqu'un qui a couru, qui s'est pris le tapis et qui est tombé dessus. De plus, l'enquêteur va trouver un seau d'eau pas très loin dans la pièce et il va apprendre qu'il y a une dame de ménage qui s'occupe de faire les repas, le ménage et tout ce qui est courses. Parce que justement, comme elle était au terme, elle ne pouvait plus rien faire. L'enquêteur aussi va se poser la question de pourquoi Scott il a fait laver ses vêtements de la journée alors qu'à côté de la machine à laver, il y avait une corbeille à linge remplie de linge sale. D'autant plus, il apprend par la famille de Lacey que c'était un peu stupide d'avoir laissé un message sur son répondeur car son téléphone était cassé. L'enquêteur, qui trouve ça vraiment très louche, va là regarder dans le camion de Scott qu'est-ce qu'il pouvait avoir transporté dedans. Il va retrouver des cartouches de fusil, du ciment, des grands sacs, des fils en nylon. Et dans la trousse à outils, il va retrouver sur un des outils qu'il y a dedans un long cheveu. Il examine un peu tout et même le bateau de Scott dont personne n'avait connaissance et trouve dessus du ciment. Il y aura aussi un bloc de ciment retrouvé sur le bateau, mais les pêcheurs des alentours vont tout simplement dire une encre ça coûte cher et que c'est assez répandu de se la fabriquer soi-même. Pourtant, après avoir inspecté la marina, personne n'a vu Scott ce jour-là. D'autant plus que Scott dit qu'il a été à la pêche parce que comme il pleuvait, il ne pouvait pas aller au golf. Et comme ses affaires étaient trempées, quand il est rentré à la maison, il a décidé de laver sa tenue. Mais à la marina, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'a pas plu et qu'ils n'ont toujours pas vu Scott. D'autant plus que Scott raconte être venu pour pêcher l'esturgeon alors que ce n'est pas la saison, qu'il est beaucoup trop tard dans la journée, mais qu'en plus de ça, à la marina, c'est totalement interdit. Scott va alors subir un interrogatoire et pendant tout l'interrogatoire, il ne va même pas demander s'il y a eu de l'avancée dans les recherches, dans l'enquête, et il ne va avoir aucune émotion envers la disparition de sa femme. Après avoir interrogé le mari, il décide d'aller un peu interroger le voisinage et les policiers apprennent que Monsieur Peterson a dit à ses voisins qu'il ne trouvait pas sa femme et qu'il avait passé toute l'après-midi au golf, ce qui était totalement l'opposé de ce qu'il avait raconté aux policiers. Et le jour de Noël, le 25 décembre, Scott va passer un appel téléphonique à la police pour savoir où en était
rendu l'enquête, mais surtout pour savoir s'ils allaient sortir les chiens renifleurs de cadavres. Comme s'il avait déjà perdu le courage de retrouver sa femme en vie, et surtout pour savoir si ils allaient trouver un cadavre. La récompense alors pour Lacey passe de 25 000 $ à 250 000 puis à 500 000 $, histoire de bien motiver les personnes à appeler s'ils ont des informations quelconques. Scott, pendant ce temps-là, va refuser toutes les interviews et sa belle famille ne va pas trop comprendre pourquoi il refuse de se montrer aux médias, pourquoi il refuse de s'afficher dans les journaux. C'est vraiment assez étrange, surtout quand on veut vraiment retrouver sa femme en vie. Je vous avertis que à partir de ce moment-là, ça va commencer à être vraiment très graphique, assez compliqué à entendre. Donc voilà, je préfère vous le dire pour les prochains mots qui arrivent qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Le 13 avril 2003, alors qu'un couple se balade sur une plage, ils vont découvrir un fœtus en décomposition avec toujours le cordon ombilical accroché à son petit corps. Le fœtus a du ruban adhésif sur le cou et une grosse cicatrice profonde sur le ventre. Et le lendemain, on retrouve le corps incomplet d'une femme avec un pantalon beige et un soutien-gorge de maternité. Cette femme n'avait plus de membres, elle n'avait plus de bras, de jambes, ni de tête. Elle a été décapitée. De plus, tous ses organes ont disparu de son corps à part son utérus. Et le soir même de la découverte du cadavre de la femme enceinte, un couple qui dîne sur la plage va voir un objet qui flotte au loin sur l'eau et c'est tout simplement une tête humaine. Malheureusement, le 18 avril 2003, les tests ADN confirment que c'est bien le cadavre de Lacey et de Connor. Après plusieurs enquêtes autour de Scott, on va découvrir que Scott avait une double vie et qu'il racontait à tout le monde au travail qu'il était célibataire et vu qu'il était célibataire, un de ses collègues l'a présenté à l'une de ses amies à lui qui était maman célibataire et avec elle il a eu une liaison derrière le dos de Lacey. Amber n'était pas du tout au courant. Le 9 décembre, Scott est éclaté en sanglots en lui disant qu'il était veuf et que c'était la première fois qu'il passerait Noël tout seul. Mais ça ne s'arrête pas là car ce même jour, c'est là où il a acheté son fameux bateau. Et même après la disparition de sa femme, pendant qu'il voyait Amber, il était comme si de rien n'était, n'avait vraiment aucune émotion envers sa femme disparue. Dans les médias, il a très vite été décrit comme une personne narcissique, distant, psychopathe, est très froid. Et le 30 décembre, pendant qu'il distribuait ses fameux tracts avec les 900 personnes qui se sont mobilisées pour la recherche de Lacey, notre fameux Scott a tout simplement fait une crise d'angoisse, en tout cas simulé une crise pendant 30 minutes, histoire de montrer qu'il avait des émotions, même si c'était des émotions fictives. Amber va montrer une photo de elle et de Scott en couple, et la police va montrer cette photo-là à Scott qui lui va tout démentir en disant que ce n'est même pas lui sur la photo et qu'il ne connaît absolument pas Amber. C'est seulement le 24 janvier 2003 que leur relation éclate dans les médias et que Scott avoue avoir eu une liaison avec Amber, mais il dit dans les médias pour se faire pardonner que Lacey le savait très bien qu'il avait une deuxième compagne. Malheureusement, quand la famille de Lacey va l'apprendre, ils vont pas du tout être contents, sachant qu'ils ont toujours défendu leur gendre envers les médias, envers les policiers qui l'accusaient d'avoir fait disparaître leur fille. Et je pense que ça vous rappelle une histoire française, l'histoire de Jonathan Daval. Le même jour où les tests ont confirmé que c'était bien la femme de Scott qui a été retrouvée sur la plage avec leur bébé, Scott a essayé de s'enfuir et il a été arrêté sur un cours de golf avec son père. Donc oui, dit comme ça, il n'a pas l'air de vouloir s'échapper, mais pourtant si. Scott avait changé de couleur de cheveux, passant du brun au blond. De plus, il avait rempli sa Mercedes d'affaires, pris 15 000 € en espèces avec lui et quelques pesos aussi. On y a retrouvé aussi 12 cachets de Viagra
un équipement entier de camping, 4 téléphones portables, son permis mais aussi celui de son frère. D'après son père, c'était pour avoir des réductions à l'entrée du golf et que son fils dormait dans sa voiture pour éviter les paparazzis. Au procès, évidemment, il plaide non coupable pour le meurtre de son bébé et de sa femme. Les enquêteurs vont émettre une théorie comme quoi Scott aurait tué sa femme soit le 23 au soir, soit le 24 au matin, qu'il l'aurait transportée dans son camion avec sa malle à outils et qu'il l'aurait emmenée sur son bateau puis jetée dans l'océan avec des blocs de béton pour qu'elle ne refasse jamais surface. Le 12 novembre 2004, il est alors condamné à la peine de mort. Et en plus de ça, quelque chose de bienveillant est arrivé, c'est-à-dire que grâce, on va dire quelque part, à la mort de Lacey, une loi a été créée et signée en personne par le président George Bush avec la mère de Lacey et son beau-père Ron qui sont venus la signer avec lui. C'est une loi qui permet dès à présent aux États-Unis que si une femme décède et qu'elle est enceinte, le bébé compte pour une victime aussi, même s'il n'est pas né encore. En 2020, la peine de mort n'étant plus d'actualité, sa peine va changer en prison à vie, mais dans tous les cas, même s'il n'est pas exécuté, il va finir sa vie en prison et c'est très bien fait pour lui. Par rapport à tout ça, la mère de Lacey va alors écrire un livre autobiographique sur la vie de sa fille Lacey et de son fils qui n'a jamais vu le jour malheureusement à cause de son papa. L'histoire est actuellement finie, j'espère qu'elle ne vous aura pas trop dégoûté, elle est vraiment atroce. Surtout le fait après d'avoir retrouvé tous ces cadavres comme ça. Voilà, c'est assez gore, assez trash. J'espère que ça a été pour vous et que vous avez aimé cette histoire et surtout que vous ne la connaissiez pas. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, vous pouvez mettre un bébé en commentaire. Voilà, pour savoir si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Et nous, on se retrouve dimanche prochain